Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Le Docteur Campeau vous renseigne. Je suis le Docteur Nathalie Campeau et aujourd'hui, je vais vous parler des rouages méconnus de votre cerveau, du rôle des neurotransmetteurs et comment ceux-ci influencent vos comportements et ceci souvent à votre insu. Dans une première partie, nous verrons ce qu'est un neurotransmetteur, à quoi ça sert et comment ceux-ci fonctionnent. Puis, dans une deuxième partie, nous vous aiderons à identifier quel est votre neurotransmetteur privilégié parce que ceci détermine vos traits de caractère et vos tendances comportementales. Avant de pouvoir changer un comportement indésirable, il est nécessaire de comprendre la chimie de son cerveau qui favorise un tel comportement. Par exemple, si Donald Trump voulait apprendre à ne plus être un tyran démagogue, il lui serait utile de comprendre la chimie de son cerveau qui sous-tend ce comportement et quel neurotransmetteur inonde son cerveau et l'incite à agir de la sorte. Nous avons tous des comportements que nous aimerions changer, que ce soit apprendre à dire non, cesser de fumer, souhaiter devenir plus confortable à faire valoir son point de vue, ou encore des choses simples comme se coucher plus tôt, faire de l'exercice, mieux manger, etc. Mais pourquoi est-ce si difficile de changer? Qu'est-ce qui entrave notre volonté de changement? Le but de cette vidéo est de vous faire voir le moteur, la force invisible derrière nos comportements, parce que si nous comprenons ce qui se passe, nous devenons plus aptes à établir une stratégie de changement qui soit efficace. Alors, commençons par une définition d'un neurotransmetteur. Qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur? Un neurotransmetteur, c'est une molécule chimique qui permet de transmettre un message d'un neurone à l'autre. Alors, il y a un neurone qui veut émettre un message, on l'appelle le neurone émetteur, et il y a un autre neurone qui veut recevoir le message. Et entre les deux, il y a un espace. Alors, le neurone émetteur produit une molécule chimique qui s'appelle un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur-là est libéré dans l'espace, puis il est recapté par le neurone transmetteur. Alors, c'est comme ça que l'information se transmet. C'est une information chimique. Et il y en a des dizaines de neurotransmetteurs. Mais c'est comme la loi du 1%, il y en a à peu près juste 10 d'entre eux qui font 99% du travail. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a 3 grandes catégories. Il y a les petites molécules, il y a les neuropeptides et il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux petites molécules, soit la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Parmi les neuropeptides connus, il y a les endorphines et l'oxytocine que vous connaissez sûrement aussi. Alors, je vais vous donner les propriétés des principaux neurotransmetteurs dont on va parler aujourd'hui. Il y a d'abord la noradrénaline. La noradrénaline, c'est un excitant. Ça excite les neurones, ça a un effet stimulant, on se sent réveillé et c'est celui qui est impliqué dans la réaction de « je me bats ou je m'en vais », de se battre ou fuir. Alors, on est très vigilant, on a une attention sélective, notre cœur bat plus vite, notre pression est plus haute, notre attention est très fixée. Par exemple, dans certains sports qui demandent toute notre attention, parce que là, notre vision est bien focusée. À l'exemple d'archer, toute notre attention est portée vers la cible, nos muscles sont bien tendus, et là, il y a une détente. Pouf! La flèche part. La dopamine a des rôles différents. La dopamine est impliquée en particulier dans le contrôle de certains mouvements. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, où il y a un dérèglement de la dopamine, les mouvements ne sont pas contrôlés. C'est pour ça qu'il y a des tremblements, c'est pour ça qu'il y a de la difficulté à initier certains mouvements. La dopamine est aussi associée à la recherche du plaisir et des récompenses. La dopamine est aussi associée à des comportements à risque. Ce sont des gens qui cherchent les sensations fortes et la nouveauté. La sérotonine, maintenant, est impliquée dans plusieurs fonctions physiologiques. La sérotonine est impliquée dans la régulation de la température, la régulation de la soif, la régulation de la faim. Ça joue un rôle important dans les émotions et en particulier dans la dépression. Et fait intéressant, est-ce que vous saviez que 50% de la sérotonine qui est produite par le corps l'est par l'intestin?
C'est intéressant quand on sait que la sérotonine est impliquée dans le mécanisme de la faim, de savoir que c'est l'intestin qui produit 50% de la sérotonine. Est-ce que ce serait notre intestin qui nous dicterait quand est-ce qu'on a faim ou pas faim? Parmi les activités favorisées par la sérotonine, il y a les repas en famille, parce qu'on mange, parce qu'on est toute la famille ensemble, parce qu'on est bien, parce que c'est une occasion agréable. Alors là, il y a beaucoup de sérotonine dans ce genre d'activité. Voyons maintenant, si on devait associer des types de personnalités à ces neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, les gens qui sont très adrénergiques, les gens qui produisent beaucoup de noradrénaline, ce sont des bâtisseurs. Ceux qui produisent beaucoup de dopamine, ce sont les explorateurs de cette planète. Et ceux qui produisent beaucoup de sérotonine, ce sont les protecteurs. Alors voici ce que je veux dire par là. Je vais vous décrire des portraits et j'aimerais ça que vous notiez dans ces portraits quels sont les traits qui vous ressemblent le plus ou alors qui décrivent bien les personnes de votre entourage. Qu'est-ce que la noradrénaline favorise comme comportement? Le comportement typique, c'est le comportement de se battre ou fuir. Et ce sont aussi les gens qui veulent répéter tous les comportements qui sont gratifiants. Les personnalités de type A répondent très bien à ces critères. Ce sont des personnalités qui sont motivées par des récompenses. Ces gens-là sont souvent des gens ambitieux, productifs, industrieux, compétitifs. Ils connaissent les succès, ils connaissent les réussites et ce sont des bâtisseurs d'empires. Steve Jobs représente bien les gens de cette catégorie-là. Mais les gens de personnalité de type A ont souvent aussi leur côté plus sombre. Ils deviennent parfois des workaholics. Ce sont des gens qui sont à risque de faire un infarctus à 45 ans et ils s'identifient tellement à leur travail que s'ils perdent leur travail, c'est comme s'ils perdaient leur identité. Voyez maintenant les personnes dopaminergiques. Alors ces gens-là, ce sont des gens qui veulent explorer des nouveaux territoires. Ce sont des gens qui sont très confortables à prendre des risques et ils tendent à être impulsifs. Ils aiment les sensations fortes et leur goût du risque peut les mettre en danger. Ils sont compulsifs et ils répètent toujours ce qu'ils trouvent agréable. La cocaïne est souvent leur drogue de choix parce que ce sont des personnalités compulsives, ils ont besoin d'excitation, une gratification immédiate et ce sont des gens qui ne pensent pas aux conséquences et aux dangers. Voyons maintenant la troisième catégorie, les protecteurs qu'on associe à l'action de la sérotonine. On a vu que la sérotonine a tendance à inhiber les comportements. Autant l'adrénaline, ça stimule, autant la sérotonine, ça tranquillise, ça pacifie. Alors, plusieurs troubles de l'humeur et certains états dépressifs sont associés à la sérotonine, ainsi que certains troubles alimentaires. Les personnes qui sécrètent beaucoup de sérotonine, les sérotoninergiques, ont tendance à vouloir maintenir le statu quo. Ce sont ceux qui résistent au changement. Ce sont des gens qui évitent les conflits, ce sont des gens qui évitent les problèmes, ce sont des gens qui détestent la confrontation. Ils prônent la prudence et souvent même ils tolèrent les abus parce qu'ils ne veulent pas confronter. Alors par peur de la confrontation, ils préfèrent être maltraités. Ce sont des personnes patientes, attentives. Elles aiment les traditions, les fêtes de famille. Elles se sentent valorisées quand elles prennent soin de quelqu'un. Elles sont heureuses, cette personne-là, dans les situations de relations d'aide. Et ils sont confortables aussi dans des emplois de fonctionnaires. Alors, ce n'est pas la nouveauté qui les intéresse, c'est la stabilité qui les intéresse. Alors, est-ce que vous avez identifié votre neurotransmetteur de prédilection? Je vais faire un résumé ici pour que vous tentiez d'y voir plus clair. Si votre neurotransmetteur de prédilection est la noradrénaline, vous aimez la performance, les compétitions, le besoin d'être le meilleur et vous aimez la reconnaissance. Si c'est la dopamine, qui est votre neurotransmetteur de prédilection, vous êtes toujours à la recherche de la nouveauté. Vous avez besoin d'élargir vos horizons. Et votre pire ennemi, c'est l'ennui. Si c'est la sérotonine, ce que vous voulez, c'est maintenir la paix. Maintenir la paix même à tout prix. Non seulement la paix à l'intérieur, mais la paix à l'extérieur de vous aussi. Vous évitez les conflits, les confrontations. Et vous prenez beaucoup de satisfaction à prendre soin des autres et à vous rendre utile. Alors, comment est-ce qu'on développe ça, un neurotransmetteur de prédilection? En fait, on est comme ça. Il y a des enfants qui naissent
avec un besoin de sécurité. Ce sont les enfants qui sont toujours dans les jupes de maman. Et il y a d'autres enfants, au contraire, on ne peut pas les retenir. Ils sont toujours grimpés sur une échelle. Ce sont des aventuriers. En fait, on a tous un peu des deux. Quand on était enfant, on avait tous une partie de nous qui avait besoin de sécurité et une partie de nous qui était curieux. On est comme l'enfant qui a peur parce qu'il regarde un film, il se cache derrière la chaise, mais il veut voir en même temps. Alors, la partie qui se cache derrière la chaise, c'est la partie de nous qui a peur, qui a besoin de sécurité, et la partie de nous qui veut voir en même temps, c'est la partie de nous qui est curieuse. Alors, on a tous un peu des deux. Après avoir parlé des neurotransmetteurs, j'aimerais ça qu'on parle d'une autre structure du cerveau qui influence le comportement. Je voudrais qu'on parle de l'amygdale. Pas les amygdales qu'on se fait enlever, qui sont dans la gorge, mais une autre structure qui est dans le centre du cerveau, qui est une vieille structure qui date de nos ancêtres, les reptiles. Et cette structure-là, ça sert à détecter les dangers. Ça a aussi son rôle dans les émotions puis dans la mémoire, mais c'est surtout son rôle de détecter les dangers dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Les gens qui sont nés avec une amygdale très développée ou très sensible, ce sont des gens qui voient des dangers. Alors ces gens-là ont tendance à les détecter les dangers. Ce sont des gens qui ne se sentent pas en sécurité. Leur vision du monde à ces gens-là, le monde c'est dangereux, je suis en danger et je dois me protéger. Alors donc, ce sont des gens qui possèdent des armes, qui s'achètent des systèmes d'alarme. Ce sont des gens qui veulent une armée puissante pour leur pays. Ce sont des gens qui veulent des dirigeants forts, ceux qui vont les protéger. Ils ont tendance à voter pour des partis conservateurs parce que ce sont justement ces partis-là qui prônent une armée forte et un chef tout-puissant. Là où je veux en venir, c'est que nos comportements sont dictés dans notre vie par notre vision du monde. Alors, si on a une vision du monde, le monde est dangereux et il faut se protéger, nos comportements ont tendance à vouloir rester enfermés sur nous-mêmes parce que si on s'expose au monde, c'est dangereux. Alors que si notre vision du monde était différente, si notre vision du monde, c'est le monde, c'est un grand terrain de jeu à explorer, puis il faut avoir du plaisir, puis on va aller jouer dehors avec les amis, à ce moment-là, notre attitude dans la vie est très différente. Et la chose la plus difficile à faire, c'est d'essayer de faire changer quelqu'un de perception. Si par exemple, quelqu'un porte des lunettes bleues, il va voir tout le monde en bleu. Et quand on lui demande quelle couleur c'est cet arbre, il va dire l'arbre est bleu. Si à côté de ça, on a une autre personne qui a des lunettes rouges et qu'on lui demande quelle couleur il est l'arbre, il va dire l'arbre est rouge. Et c'est tellement difficile de convaincre la personne qui a les lunettes bleues que peut-être que l'arbre n'est pas bleu, c'est presque impossible. On ne peut pas changer la perception de quelqu'un d'autre. On peut seulement changer soi-même notre perception du monde. Et nos comportements sont dictés par notre vision du monde, c'est-à-dire par notre perception. Et la chaîne des événements, c'est comme ça. On a une perception, et ça dicte nos émotions, et ça dicte notre attitude qui va dicter nos comportements. Alors, quand on veut changer nos comportements, on a intérêt à changer notre perception du monde. Alors, comment on fait pour changer un comportement? Premièrement, on essaie de changer sa perception du monde, et deuxièmement, il faut y voir son avantage. Il n'y a personne qui change de comportement si on n'y voit pas un avantage de changer. Alors, en résumé, et c'est là que je voudrais terminer l'émission aujourd'hui, en résumé, nos comportements sont en grande partie dictés par la chimie de notre cerveau, c'est-à-dire par nos neurotransmetteurs et l'amygdale, qui est une structure au centre du cerveau. Et pour changer nos comportements qui sont nuisibles, il faut pratiquer à changer sa perspective et aussi il faut y arriver à voir son avantage. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, j'y ai consacré tout un chapitre dans mon livre « L'énergie du cœur » que vous pouvez vous procurer sur mon site www.energieducoeur.com. Vous pouvez aussi me rejoindre par courriel à ncampo@energieducoeur.com ou vous pouvez me laisser vos commentaires sur mon site www.drcampovoursenseigne.energieducoeur.com. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette émission aujourd'hui et je vous rappelle que cette émission est une vidéo et que vous pouvez la revoir sur YouTube et vous pouvez la partager avec vos amis. Alors, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission
Et d'ici là, je vous souhaite bonne chance dans la pratique de vos nouvelles façons de percevoir le monde.